Daí eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ai, meu bem, não faz assim comigo não. Você tem que me dar seu coração. Daí eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ai, meu bem, não faz assim comigo não. Você tem que me dar seu coração. Essa história de gostar de alguém já é mania que as pessoas têm. Se me ajudasse. Bienvenue, ici Massia Makeda. Vous me retrouvez aujourd'hui pour tenter de répondre avec moi à mon sujet de thèse, comment mettre fin aux relations sadomasochistes de la France-Afrique. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un cadre exceptionnel au cœur de la Bavière avec notre hôte d'exception, Andreas Liss. Salut Andreas. Bienvenue en Bavière du Nord et merci beaucoup de s'intéresser à mon histoire de la famille et le cadre familial. Andreas, permets-nous de rentrer dans ton intimité, sur les traces de ton passé, dans les pas de ta famille. Quand je vois les photos là, et si je devrais raconter l'histoire personnelle de ma famille, bon, ça commence bien sûr avec mes parents qui se sont rencontrés à la fin des années 50. C'était en fait deux familles très différentes. Mon père venait d'un quartier très populaire qui a grandi avec sa sœur et sa maman tout seul parce que le père en fait il est tombé pendant la guerre. Lui-même il a entamé une formation de policier et là-dedans il a fait sa carrière toute sa vie. Et ma mère était plutôt dans le banlieue de Berlin, dans un cadre avec une maison, avec un grand jardin, avec des animaux. Et elle avait 3 sœurs et un frère. Et bon, déjà, c'était très différent, mais le point commun, c'était leur culture. Ils venaient tous les deux des familles catholiques. Donc, le grand-père, alors le père de ma mère, il venait d'une région qui s'appelait la Westphalie. Et la famille de mon père, d'origine, c'était la Silésie, qui fait partie aujourd'hui, c'est une région qui se trouve aujourd'hui en Pologne. Voilà. Alors, les circonstances des deux familles, mes parents sont nés et grandis pendant la guerre. Et caractéristique de ma propre vie, c'était en fait, moi j'étais plutôt dans le cadre du mur de Berlin. Alors là, on voit la famille du grand-père, les agriculteurs, lui avec un frère et 3 sœurs. Et là, ça c'est la famille de mon père, donc celui qui est décédé pendant la guerre. Moi-même, j'avais une sœur qui est née après moi. Et en fin du compte, toute cette histoire avant, on n'a jamais su grand-chose enfant parce que j'étais très protégé pendant mon enfance. Je savais il y avait la guerre, je savais il y avait le mur de Berlin, mais en fait j'avais l'impression que mes parents essayaient de nous écarter de tous ces problèmes, tous ces traumatismes de l'époque, et c'était plutôt idyllique de grandir avec les cousins, les cousines. Et il faut dire aussi, il y avait quelque chose d'intéressant à l'époque, parce qu'au début des années 60, il y avait beaucoup de naissances en Allemagne. Ça veut dire, j'étais vraiment entouré de beaucoup d'enfants, beaucoup d'amis, et même après, à l'école, dans la classe, il y avait beaucoup d'entourage. Et j'avais la chance, parce qu'en même temps, bon, c'était dans le cadre de l'école,
Après, l'Église a joué un très grand rôle dans la famille. Ça veut dire là aussi, on a rencontré des personnes. Et en plus, après, bon, ils font beaucoup d'enfants. Être dans le sport et la musique et des choses comme ça. Là, je suis devant une photocopie du livret de famille côté de ma mère, ça veut dire de ses parents. Et je sais pas, on a trouvé ça et c'est assez spécial, quoi, parce que comparant à la situation actuelle, c'est quelque chose. C'est vraiment le cadre dans l'Allemagne nazie avec un gouvernement dictatorial. Et quand on voit les consignes qui préfacent les documents importants, alors il y a beaucoup de choses sur le rôle de l'homme, de la femme, la famille en soi. Il y a un point très fort au niveau des races, de la sélection, de la santé. Et ça veut dire l'État, il se mêle beaucoup de l'intimité de la famille. Et pour moi, c'est très choquant, quoi. Alors, il parle, par exemple... alors, à l'époque, on devrait faire des recherches sur l'arbre généalogique. Ça veut dire, à l'époque, surtout... On a consulté les registres dans les églises, par exemple, pour prouver quelle partie ou combien ou sur la race, ce qu'on dit à l'époque, pour voir s'il y avait des juifs dans la famille. Ou après, il y a une grande partie qui explique comment il faut se comporter avec les enfants. Quand il y avait des enfants handicapés dans la famille, la consigne était d'arrêter de faire les enfants. Et voilà, moi-même je le sais parce que toute ma vie j'ai travaillé avec des personnes handicapées. Et moi-même dans l'entreprise où je travaille, à l'époque il y avait des déportations. Il y avait environ, je pense, 70 personnes qui étaient déportées et assassiné quelques jours après, quoi. Et quand on lit ces documents, ce qui est étonnant, c'était pas... Tout était basé sur la loi. Ça veut dire qu'il y avait un cadre juridique. C'était pas par hasard ou par volonté comme ça. Et bon, ça fait peur, quoi. Et ma famille, en fait, ils ont grandi dans ce contexte-là. Mais il faut dire, il y avait un contrepoint, parce que les deux familles qui composaient, d'où venaient mes parents, c'était dans le cadre de l'église, hein, parce qu'ils étaient très croyants, et il y avait une sorte de contrepoids par rapport à leur idéologie, leur psychologie, et leurs habitudes de la famille. Deuxième chose qui m'a toujours étonné, c'est justement qu'il y avait des enfants qui sont nés pendant la guerre. Alors ça veut dire quand même, les parents, ils avaient l'espoir de l'avenir, je sais pas, c'est plein de choses mystérieuses que j'arrive pas trop à comprendre. Et après, il y avait une autre chose, comme les pères étaient absents parce qu'ils étaient à la guerre, ça veut dire les femmes étaient seules à travailler et élever les enfants, quoi. Et quand je suis grandi plus tard, j'ai pas trop su tout ce qui s'est passé, tous les sacrifices qu'ils ont faits. Et vraiment, j'avais l'impression, mes parents, ils avaient envie de nous écarter de tous ces traumatismes de l'époque, quoi. Alors, si j'essaie de comparer avec les livrets de famille actuels, c'est vrai, il y a toujours des consignes au début, des textes qui parlent plutôt du devoir de sécurité, de confort des deux époux, de l'entraide,
mutuelle. Et ce qui a changé, à mon avis, c'est que l'État se mêle beaucoup moins de l'intimité du couple. Et on est plutôt libre d'encadrer ou de former sa propre vie. Il y a beaucoup moins d'intervention d'État et de l'Église aussi. Et pour moi, c'est toujours un mystère comment à l'époque ils ont géré ça. Parce que tout le monde avait ses convictions, ses traditions, son éducation, qui étaient quand même contraires à ce qui est arrivé par la suite, par la montée du nazisme. Et comment est-ce qu'ils ont géré ce truc-là? Du coup, Andreas, tu nous as très gentiment ouvert l'album familial. Et il découle dans ta famille, en fait, on sent que c'est un clan, une famille. Tu es très attaché aux valeurs traditionnelles. Et est-ce que tu as le sentiment que tes parents t'ont transmis une éducation que tu souhaites retransmettre par la suite à tes enfants ou à tes petits-enfants? Oui, oui, certainement. Au début, alors je me disais, c'est vrai, c'était plutôt le clan. C'était pratiquement que la famille, mais bien sûr, il y avait les voisins, il y avait d'autres enfants, des amis, mais qui n'avaient pas autant d'importance. Et la famille était très soudée parce que la génération, ça veut dire ma mère était très jeune quand je suis né avec ses sœurs et ils étaient très soudés. On a fêté tous les anniversaires ensemble, les fêtes religieuses. Et en plus, dans la famille, il y avait des gens qui avaient des maisons avec des jardins. Ça veut dire pendant l'été, on était là pour cueillir les fruits, pour partager la vie, quoi. Et après, petit à petit, il y avait l'école et les institutions socialisantes. Et ça a ouvert un peu l'horizon, quoi. Là, on est rentré un peu dans la société, tout ça. Justement, tu as évoqué tout à l'heure que tes parents ont grandi dans des contextes de guerre. Oui. Tu as dit qu'ils ont fait le choix de te protéger justement de la dureté, des difficultés qu'ils ont pu rencontrer. C'est bien ça? Je pense qu'il a changé beaucoup. Bon, parce qu'en fait, il y avait un temps, hein, après la fin de la guerre et ma naissance, il y avait quand même quelques années. Et le temps après-guerre, je pense, c'était beaucoup marqué par l'enseignement et l'arrivée Bon, il y avait les Américains, les Anglais, les Français qui ont beaucoup influencé la politique et l'éducation. Et ça veut dire il y avait la soif de la liberté, la soif de la consommation. Et bon, quand je suis arrivé, je pense qu'il y avait une grande ouverture, un grand soulagement. Et je me souviens, alors il y avait quand même une chose, parce que je me suis marié, ma première femme, elle était française, elle est française. Et mon père, spontanément, il était très heureux parce que pour lui, ce mariage avec ma femme, ça représentait la réconciliation entre les deux peuples. Ça veut dire l'Allemagne et l'ennemi français. Alors il était vraiment... Il a dit, hein, c'était la première chose qu'il a dit. Et la famille, côté de ma femme aussi, il y avait quelque chose parce qu'ils étaient traumatisés par rapport à tout ce qui s'est passé pendant la guerre de l'autre côté. Mais j'étais vraiment accueilli, les bras ouverts, et c'était une très grande joie, quoi. Et tout ça, je pouvais transmettre à mes propres enfants. J'ai 4 enfants. Et il y a une ouverture énorme. Eux, ils parlent plusieurs langues, ils sont ouverts au monde, à la culture, hein, et ils s'intéressent beaucoup au passé de l'histoire d'Allemagne. Et j'ai senti beaucoup d'amour par rapport à ma famille, mes parents, l'environnement et la famille, ma famille d'accueil, si vous voulez, si tu veux. Et est-ce que dans l'éducation que tu as reçue,
tu as l'impression que c'était différent des autres familles allemandes ou c'était l'éducation que tous les Allemands recevaient à l'époque? Ça, c'est difficile à répondre. En fait, j'étais en contact, bien sûr, dans les institutions comme l'école, l'église, le sport et tout ça. J'étais en contact avec d'autres familles. J'ai rentré dans d'autres familles, mais j'ai pas senti grande différence, quoi. Par rapport, on avait les mêmes intérêts, les mêmes activités. Donc redessiner une nouvelle Allemagne. Oui, oui. Et comme j'ai dit, il y avait beaucoup d'enfants dans ma génération. Ça donnait une ouverture, un nouveau élan. Et parce que quand on a des enfants, c'est l'avenir qui compte. On projette quelque chose, on a de l'espoir. Et il y avait une grande énergie ensemble, d'avancer ensemble. Et politiquement, on se sentait beaucoup protégé par les alliés qui sont intervenus dans notre ville, quoi. Aos povos oprimidos da África, povos ainda submetidos pela estrangeira ocupação, gritem bem alto, liberdade, gritem bem alto, liberdade. Hoje é chegado o momento de se exigir a todas as nações a liberdade total da África. Hoje é chegado o momento de se exigir a todas as nações a liberdade total da África. A luta continua, a África vencerá. Présentement, nous nous trouvons sur un lieu qui rappelle ce passé douloureux. Tu nous invites à le découvrir? Allons-y. Alors, historiquement, ce ruisseau, il représentait la démarcation, la frontière des deux pays, des deux régions, Thuringen et la Bavière. Voilà. Ça posait jamais de problème, les gens ils vivaient en paix ici, en famille, en travaillant. C'est vraiment un lieu très pittoresque dans une petite vallée avec leurs animaux, leurs fermes et tout ça. Et politiquement, c'était toujours la ligne de séparation, mais ça posait pas de problème. Juste au moment, ils ont séparé l'Allemagne en deux. La séparation est passée directement dans ce village-là. Alors, ils n'ont pas discuté, ils ont gardé les anciennes frontières. Il s'agit bien d'une séparation. Alors, il y a les deux mots, il y a le partage et la séparation. Le partage, c'est quelque chose qu'on partage entre amis, mais la séparation, c'est vraiment diviser quelque chose qui fait très très mal. Alors, moi, je trouve ça très intéressant ici parce qu'il y a une cumul de brutalité, de violence incroyable, parce que les villages, c'est quelque chose, pendant des siècles, les gens ils vivaient en paix ensemble, c'était une harmonie parfaite, quoi. Et d'un coup, il y a la grande politique internationale qui se mêle avec une brutalité énorme, et qui se mêlent des gens qui séparent les familles, les contacts pendant, c'était plus que 30 ans ici. Ouais.
Du coup, Andreas est en train de nous expliquer que le mur de Berlin, c'est pas le seul mur qu'il y a eu en fait en Allemagne. Non, en fait, c'est toute l'Allemagne qui était séparée du haut en bas de la mer du Nord jusqu'à la fin de Bavière, là. Et voilà, et ça se faisait pas pendant un jour, hein. C'était successivement sur des années. C'était toujours amélioré, plus sophistiqué, avec des idées pas possibles. Ils ont amené des chiens pour surveiller. Il y avait des mitrailleuses automatiques. Il y avait des trappes, comme on dit. Il y avait des installations en métal, en béton, en bois, euh, avec des miradors partout. Et surtout des soldats présents qui surveillaient, qui faisaient la ronde. Et voilà. Et du coup, ce modèle de village, il en existe plein d'autres en Allemagne. Alors, il paraît, moi je suis pas très au courant, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres villages qui étaient concernés, qui étaient partagés en deux, quoi. Et le plus grand exemple, c'est la ville de Berlin, bien sûr, mais la frontière est passée partout et a séparé plein de gens dans d'autres endroits, quoi. Oui. Donc du coup, Andreas, nous nous trouvons dans un espèce de hangar qui abrite les engins militaires qui ont été utilisés pendant cette période. C'est bien ça? Oui, en fait, on se trouve dans une grange dans le village de Müllerskroth. Et ici sont rassemblés quelques véhicules et engins de l'époque qu'on les trouvait auprès de la frontière. Alors à la fois, c'était des véhicules de l'Est, de côté soviétique, socialiste, qui surveillaient la frontière. Mais de l'autre côté, il y avait la police et les douanes et les services de contrôle allemands et les Américains aussi qui surveillaient l'autre côté de la frontière en cas où s'il y avait des incidents qui pouvaient intervenir pour sauver les gens. Et il y a même une chose très curieuse parce qu'il y avait un monsieur qui a inventé dans sa tête, il était ingénieur, il a inventé un avion, il a construit un avion de A à Z pour fuir avec sa famille. Et malheureusement, son projet était découvert avant et il a dû passer un certain temps dans la prison. Andreas, t'as toujours grandi dans la division? Oui, en effet, très très jeune. En fait, c'est ma grand-mère qui m'a appris, qui m'a parlé la première fois du mur de Berlin. Et ma réaction, déjà, j'avais très peur, je me souviens. Et par la suite, je me suis dit, en fait, c'est quand même des adultes et responsables. Alors, pourquoi c'est tellement absurde? Comment ils peuvent vivre dans cette situation de créer un monde pareil? Et en fait, je voulais pas devenir adulte, quoi, par rapport à ça. Et par la suite, on avait une attitude vis-à-vis du mur. C'était plutôt, on sentait il y avait quelque chose, qu'on était un peu au centre du monde, l'attention des gens, tout ça. Il s'est passé quelque chose d'important dans notre vie. Et en même temps, je me souviens, on a fait beaucoup de blagues, on a rigolé là-dessus parce qu'on n'arrivait pas à comprendre la dimension de la tragédie qui était derrière. Et je pense c'est surtout ça, en tant qu'enfant, on n'arrivait pas à digérer cette dimension. On n'arrivait pas, malgré toutes les explications et tout ça. Et par la suite, je regrette un peu qu'on n'avait pas assez compris la dimension, les questions qui sont derrière. La division, on n'était pas très conscient. On savait qu'il y a quelque chose parce que même au sein de notre famille, on avait des cousins à l'Est, c'est vrai, mais on n'a pas compris la dimension de la tragédie. Et à la fois, c'était quelque chose de banal parce que c'était présent tout le temps, mais la profondeur, peut-être on n'a pas compris parce qu'on est né après l'érection du mur. En fin du compte, c'est assez bizarre. Moi, je fais partie d'une génération, je suis né
je suis conçu pendant l'érection du mur et je suis né après le mur. Et en fait, avec la chute du mur, j'ai eu mon premier fils après. Ça veut dire, je représente un peu la génération du mur entre les deux générations. Et j'ai pas l'histoire avant, mais j'ai la continuation, comment ça s'est passé après, avec mes propres enfants, qui eux n'étaient pas présents pendant l'existence du mur. Nous sommes actuellement en Tchécoslovaquie, qui se trouvait donc côté Est, lors de l'érection du mur. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'était pour toi, qui était côté Ouest, de venir aujourd'hui? Oui, actuellement on se trouve en République tchèque. En fait, la Tchécoslovaquie, c'est l'ancien terme, parce que depuis, il y avait une séparation entre la Slovaquie et la Tchéquie. En fait, c'est un pays qui faisait partie des pays de l'Est, et pour nous, c'était derrière le rideau de fer. Ça veut dire, nous, on avait le droit d'accès, mais bon, c'était un peu... Il fallait avoir des visas, il fallait payer, les langues c'est des langues slaves. Bon, il y avait plein de choses qui, moi, j'avais pas trop envie de voir, mais ça veut dire, par la suite, maintenant, je me suis rendu compte, comme Berlin entouré du mur, c'était comme une île, qu'on était assez isolé, mais on s'est pas rendu compte parce que c'est une ville très vaste, très verte, avec des lacs et tout ça. Mais c'est vrai, maintenant, je me suis dit, le mur nous a empêchés quand même d'accès à la connaissance des pays limitrophes et des cultures alentours. Peut-être dans un autre cas, j'aurais pu apprendre d'autres langues, des voisins, par exemple. Et là, maintenant, je me suis rendu compte, il y a quand même une immense histoire, historique, même architecturale et tout ça. C'est vrai, je pense que j'ai raté quelque chose par rapport à ça. Et en fait, c'est des choses, on n'est pas conscient, parce que le mur était tellement banal et normal pour nous, mais c'est vrai, ça a coupé beaucoup de choses, et même des racines, des connaissances et tout ça. Eu tenho fé, povo africano vencerá. Eu tenho fé, povo africano vencerá. Eu tenho fé, povo africano vencerá. Povo de África, a hora é chegada de ser livre no mundo também. De ser livre no mundo também. Por isso pedimos aos povos oprimidos da África, povos ainda submetidos pela estrangeira ocupação, gritem bem alto, liberdade, gritem bem alto, liberdade. Hoje é chegado. Donc toi, Andreas, dans ta vie passée, tu as connu ce contexte de ségrégation entre le même peuple, l'Ouest séparé de l'Est. Comment tu le vivais? Oui, c'était très présent. Déjà, on n'habitait pas très loin du mur, alors on s'est posé des questions, on voyait pas les gens de l'autre côté, mais c'était une réalité, c'était très très proche, pratiquement quotidien. Et je savais que dans la famille, on avait des gens au niveau des cousins de ma mère, par exemple, qui étaient de l'autre côté. Et de temps en temps, on avait l'occasion de passer à l'Est pour rencontrer la famille, mais aussi d'autres personnes. Pour quelles occasions, par exemple, c'était possible? Alors, il y avait des échanges entre les paroisses. Parce qu'il y avait un truc très curieux. Par exemple, on avait le même évêque qui était responsable pour l'Est et l'Ouest. Et lui, il avait le droit de passage, il pouvait amener des gens. Et en fait, ça nous a permis de garder un lien avec l'autre côté. Ça veut dire, on a fait des sorties le week-end pour rencontrer des familles là-bas, qui faisaient partie de la même église. Et alors, c'était une réalité. Mais dans le quotidien, entre nous, entre enfants, c'était un sujet plutôt de rigolade, parce que
les gens de l'Est. Alors nous, on savait, on se considérait comme des privilégiés, avec la liberté, avec le confort, la consommation et tout ça. Et on savait, de l'autre côté, la vie était très difficile et il y avait une grande pauvreté aussi. Et voilà. Pour nous, c'était un sujet de conversation. En plus, on avait l'accès à la télévision de l'Est et on pouvait comparer les choses un peu, quoi. Et on s'est moqué beaucoup de leur langage parce qu'au bout de 10-20 ans, même la langue a changé un peu au niveau des expressions, des abréviations, les connotations étaient différentes, quoi. Le langage était imprégné de l'idéologie politique et il y avait des expressions différentes dont on se moquait aussi. Donc, dans la mentalité allemande de l'époque, donc il y avait encore cette idée de supériorité d'ethnie, entre guillemets, de race. C'est-à-dire que l'Ouest était donc considéré comme supérieur à l'Est. C'est bien ça? Mais on était la même race, si tu veux, c'est pas ça le problème. Mais il y avait une supériorité par rapport au confort de vie, par rapport à la liberté, par rapport aux amis. Il y avait le bloc de l'Est, qu'on savait qu'il était très lié avec les pays de l'Est derrière le rideau de fer, qui avait beaucoup de contacts avec des pays communistes ou socialistes, comme certains pays africains, comme le Cuba, tout ça, il y avait des relations. Il y avait des échanges d'étudiants, de scientifiques. C'était vraiment, vraiment deux mondes complètement séparés, quoi. Et est-ce que vous, dans votre comportement, vous sentiez vraiment supérieur aux gens de l'Est? Oui, oui, oui. Oui, certainement, oui, oui. Par rapport au voyage, par rapport aux produits de consommation, par rapport à la publicité, par rapport à on était proche des Américains, des Anglais, des Français, on était fiers d'avoir, pour nous les Américains c'était les grands amis, c'était une force qui nous a protégés contre les ennemis horribles de l'Est. Et est-ce que les Allemands de l'Est ont participé économiquement, culturellement et dans d'autres sens à l'essor économique allemande? Au niveau culturel, peut-être, parce qu'on a quand même... bon, par rapport au film, la musique et tout ça, ça nous a rapporté aussi quelque chose. Mais il n'y avait pas d'échange, ils n'avaient pas le droit de venir. Si, il y avait certains groupes, ils pouvaient venir. Mais ce côté-là, oui, il y avait quelque chose, il y avait un échange à égalité, quoi. Et par contre, quand j'étais plus grand, ben ça c'était assez tard, j'avais déjà vers 19 ans, 20 ans. Quand je suis allé là-bas, j'ai rencontré des gens très conscients. Et ce que j'ai admiré par la suite, c'était eux, ils se positionnaient soit avec l'État ou contre l'État. Ils étaient obligés de prendre une position ferme qui définissait leur choix de vie, leur avenir. Et nous, on n'était pas dans ce cadre-là. Tout le monde avait sa propre opinion à l'Ouest, mais c'était moins rigide, moins rigide. Et je pense, j'ai admiré vraiment cette maturité qui existait à l'Est, parce qu'eux, ils devraient choisir leur avenir, leur propre situation dans la vie par rapport à la société, par rapport au gouvernement et tout ça. Il faut savoir que à l'Est, la vie était très très surveillée. On rigolait, on disait même que il y a un tiers de la population qui étaient des espions pour surveiller les autres, quoi. Justement, est-ce que toi tu penses que dans l'histoire contemporaine africaine, on pourrait faire un parallèle avec l'histoire allemande dans son contexte historique, avec ses chaos? Par rapport au colonialisme, par rapport à Par l'usurpation, par rapport aux rapport à tous les dominations chaos, culturelles. voilà. C'est-à-dire, est-ce que déjà toi, dans la violence de l'histoire, Oui, oui, tu oui. peux dire que oui, c'est similaire dans la violence?
dans les C'est des guerres que choses tu que as je me entendues? suis aperçu très très tard, quoi. Mhm. Mais c'est vrai, le rapport de dominateur-dominé, ça existait, le contexte commercial par rapport à l'argent, euh, mais bon, on connaissait très peu du contexte. Euh, L'Afrique n'était pas trop enseignée à l'école. Et Mhm. on savait quelque chose, mais pas très profondément, quoi. Et c'est-à-dire que, par exemple, on a déjà évoqué ce sujet. Donc toi, par exemple, tu n'avais aucune connaissance de l'apport. Là, par exemple, quand tu parles de l'histoire de l'Allemagne, donc il y avait un dénigrement donc des gens de l'Est. Donc ça a été de même pour les Noirs qui ont œuvré aussi, entre guillemets, dans l'histoire allemande à travers la libération ou française dans ces guerres-là. Donc ils étaient complètement inexistants de l'histoire. Même leur apport en tant qu'esclaves n'est jamais souligné, alors qu'ils ont bâti. Donc toi, en fait, tu fais partie d'une génération qui était totalement ignorante, en fait, d'une La seule réalité. chose qu'on savait, que parmi les alliés, les soldats, les gouvernements qui se sont mêlés de notre histoire, je savais qu'il y a des Africains, des Afro-Américains parmi l'armée américaine, des Africains parmi l'armée française, etc., quoi. Et en fait, toutes ces questions-là m'interrogeaient beaucoup plus tard quand je me suis marié avec une afro-brésilienne. Et là, j'ai commencé à réfléchir sur le sujet. Et petit à petit, de toute façon, en habitant en France, j'étais beaucoup plus confronté à la question d'Africain qu'en Allemagne. Vu l'histoire, le contexte du racisme et tout ça, l'Africain n'existait pas dans la pensée, dans l'histoire, dans l'éducation, quoi. Les seuls, c'était très rare, c'était vraiment un événement. J'avais très très jeune, par rapport à une collègue de ma mère, il y avait une copine, une fille africaine dans ma famille, dans le contexte familial. Et après, je me souviens juste, il y avait un frère et une sœur quand je faisais du judo dans un club de judo. Et là, c'était très très rare de rencontrer des Africains dans ma vie. Peut-être il y avait d'autres quartiers, il y en avait plus, plutôt peut-être dans le milieu étudiant par exemple. Mais pour moi, c'était inexistant, quoi. Et toi, maintenant, en ayant connaissance de toutes ces données maintenant, est-ce que tu penses que comme l'Allemagne de l'Ouest s'est unifiée à l'Allemagne de l'Est pour maintenant former qu'un seul État, est-ce que tu penses que c'est possible que maintenant, en ayant ces éléments, l'Occident puisse reconnaître à juste titre à ces personnes noires il y en a, ils sont esclaves depuis le XVIIe siècle dans des colonies, leur apport même en Allemagne, de leur contribution en fait dans l'essor économique du pays. Est-ce que tu penses que avec ces données-là, c'est légitime de leur accorder ça comme ça a été fait pour l'Allemagne de Tout l'Est? dépend de la volonté politique et surtout de l'éducation des jeunes. Je pense que ça pourrait changer pendant une génération très très vite. Mm. Parce qu'il suffit vraiment d'éduquer les personnes et sensibiliser de certaines façons pour réconcilier les gens. Bon, il y avait toujours des efforts, hein. Alors, toutes les institutions internationales, il y a des groupements des jeunes, par exemple, moi j'ai œuvré dans les associations. Et là, c'était toujours, quand on est dans des associations internationales, la question des races et des cultures, ça se pose pas de la façon méprisante, quoi. Il y a une ouverture énorme et un accueil et surtout un souffle de liberté qu'on a le droit de rencontrer l'autre et trouver plutôt des similitudes. Et surtout quand on est jeune, quoi. Et la curiosité et tout ça, ça se passe dans la joie, dans la musique, la danse, la culture, dans le cinéma, il y a plein de choses, quoi. Mais c'est à l'initiative des associations, des personnes individuelles, mais ça vient jamais trop du gouvernement ou du haut ou de l'éducation à l'école, je pense, oui. D'accord. Merci Andreas pour cet entretien.